Est-ce que tu étais au courant qu'à un moment donné, il y a les Romains qui se sont mis à parler un peu comme des pécores et que c'est même grâce à ça que tu parles français? Linguistique de tes morts, c'est parti! Si jamais tu me découvres ici et maintenant, eh bien écoute, sache qu'ici on parle du développement des langues de France, on fait un peu de vulgarisation sur la linguistique et d'autres points culturels. Tu peux lâcher un like, tu peux lâcher un commentaire de référencement, ça fera plaisir et ça aide un petit peu la chaîne à grossir évidemment. Qui a fait du latin? Mettez en commentaire qui a fait du latin au collège ou au lycée, ça j'avoue que ça me fera un peu rigoler de le savoir, parce qu'il se trouve que moi j'en ai fait, et il se trouve que quand j'en ai fait, on m'a appris énormément d'âneries, énormément d'absurdités, qui, quand tu commences à étudier un peu la linguistique et le développement des langues romanes, se sont avérées absolument fausses. Deux idées reçues à propos du latin. Première idée reçue, oh ben, le latin ça s'écrit comme ça se prononce, et ça se prononce comme ça s'écrit. Si c'était le cas, la langue n'aurait jamais évolué, ça crée un genre de cercle fermé, s'écrit comme se prononce et se prononce comme ça s'écrit, et c'est un cercle indéfectible, absolument imperméable à toute forme d'évolution. Évidemment, c'est faux, et ça on va en parler juste après. Deuxième idée reçue, les gens y parlaient le latin classique, le latin de Cicéron et le latin de Jules César. Alors ça, c'est absolument faux. Et précisément parce que les gens ne parlaient pas cette langue-là au quotidien, les langues romanes sont nées petit à petit au cours des siècles, depuis la chute de l'Empire jusqu'à la formation des nouveaux États européens, que ça soit à l'arrivée de Clovis et à plus forte raison au 8e, 9e, 10e siècle, à l'époque carolingienne et un peu après. Bon. Déjà, on va mettre en place les termes. Qu'est-ce qu'on entend par latin classique? En réalité, c'est une période extrêmement courte de l'histoire du latin que l'on situe à peu près à la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est super court. On part d'âge d'or du latin. Et ensuite vient l'âge d'argent qui dure les 2 siècles postérieurs, mais le latin classique est une phase de tir extrêmement réduite dans l'histoire de la langue latine. Et elle représente ce qu'on appelle l'acrolecte du latin. Et là, je vais vous familiariser avec ce concept linguistique. Qu'est-ce qu'on appelle un acrolecte? Un acrolecte, c'est une forme étant considérée comme la plus pure, la plus noble, et c'est généralement une forme employée par la haute société et par les auteurs. S'oppose à cela ce qu'on appelle le basilecte, qui, lui, évidemment, représente l'inverse. C'est une forme de langue appauvrie, généralement troublée dans sa syntaxe, qui contient du vocabulaire que l'on considère comme impur et qui est assez éloigné de la forme la plus noble. Et ça, en général, c'est une langue qu'on va considérer être parlée par le bas peuple. Eh ben non, justement, là également, il va falloir un petit peu remettre un peu de justesse là-dedans. Parce que, en réalité, ce qu'on appelle acrolecte et basilecte, ça forme un spectre. Vous imaginez bien que dans un spectre, il y a des nuances. Et étant donné que, en ce qui concerne le latin classique, on considère que l'acrolecte, c'est la beauté de la langue de Cicéron et de Jules César, même les sénateurs, même les juristes, même les patriciens qui régissaient la ville à cette époque ne parlaient pas comme ça. Il faut bien comprendre qu'ils avaient à parler entre eux, et lorsqu'ils s'adressaient à des foules, ou même à leurs semblables, à leur famille, dans leur vie quotidienne, ils avaient un parler beaucoup plus proche de celui des gens, des commerçants, des marchands, des gens qui faisaient de la maçonnerie, qui montaient les villas, qui s'occupaient du bétail, voilà, des artisans, des forgerons, etc. Ce qu'on considère comme étant le peuple un peu plus bas, mais malgré tout, qui comprenait les versions de la langue un peu plus élevées. Et ça, justement, il faut qu'on arrive à situer dans le temps. Il faut comprendre que ce qu'on appelle latin vulgaire, qu'on met souvent en opposition avec latin classique, ce sont deux formes de langue qui coexistent. Et le latin vulgaire, que les linguistes rebaptiseront latin parlé, puisque le terme vulgaire a un peu changé de sens et a pris une connotation péjorative, alors qu'à l'origine, ça veut simplement dire qui s'applique, on va dire, au sens le plus commun de la société. Et ça concerne pas uniquement le peuple mal éduqué ou illettré ou que sais-je, mais ça concerne même les gens un peu plus élevés. Voilà, il n'y a pas de souci. Le latin parlé étant une forme, on va dire, qui va se situer entre les deux branches du spectre, entre l'acrolecte et le basilecte. Et donc, petit à petit, va se former un écart entre ces deux bornes. L'écart a commencé dès le 1er siècle, quand, pour ceux qui ont fait un peu de latin, on a commencé à arrêter de prononcer les consonnes finales lors de certaines déclinaisons.
Alors, je rappelle ce que c'est qu'une déclinaison pour ceux qui ne sauraient pas. Une déclinaison, dans certaines langues encore parlées à l'heure actuelle, est la forme que prennent certains mots selon leur fonction dans la phrase. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis que je mange un poisson, ça n'aura pas la même fonction que dans une phrase où je dirais un poisson nage dans la rivière. Dans une phrase, je mange un poisson, c'est un complément, mais dans la seconde phrase, un poisson nage dans la rivière, c'est un sujet. Et là, dans les langues à déclinaison, pour ceux qui font de l'allemand, du polonais, du russe, du hongrois, et qu'on fait du latin, savent que ça ne s'écrira pas de la même façon. Et bien, il se trouve que, en l'occurrence en latin, la déclinaison se marque en général par un changement à la fois vocal, mais également consonne. Or, les consonnes finales commencent à ne plus se prononcer dans certains cas, notamment le S et le M, ce qui va créer une confusion dans les cas et ce qui va augmenter l'utilisation de ce qu'on appelle les prépositions. Et en gros, ça a lieu dès le 2e et le 3e siècle. C'est pas récent dans l'histoire de la chute de l'Empire, c'est quand même relativement ancien, ça commence assez tôt. Et alors là, vous allez me dire, mais comment on sait ça, puisqu'on n'y était pas, a priori, voilà, on n'a jamais entendu de latin parler, on connaît que des sources écrites, etc. Vous avez raison, et c'est pour ça qu'existe un des bangers d'études de linguistique comparée de l'Antiquité que l'on appelle l'Appendix Probi. Je vous le mets ici, regardez, et il nous montre un petit peu les fautes de prononciation qui existaient à cette époque et la prononciation qui était supposée être la bonne. Alors là, je vous en donne quelques exemples. On a par exemple, pour dire l'oreille en latin classique, aoris, et en latin parlé, auricla. Et on note que le mot français oreille vient de auricla. Et en réalité, la plupart des mots français, italien, espagnol, portugais, roumain, tout ce que vous voulez, occitan, viennent des formes de latin parlé, non pas des formes de latin classique. Ça, c'est quand même notable. On a également des voyelles qui étaient courtes, qui vont disparaître. On appelle ça une syncope. Par exemple, pour dire chaud, c'était calidus, et les gens de plus en plus vont dire caldus. C'est ce qui va donner caldo en italien et qui va donner chaud en français. Également, les diphtongues, c'est-à-dire les sons voyelles doubles, par exemple ao, ou, ei, eu, des choses comme ça, vont devenir des voyelles simples. Par exemple, le aou va devenir o de petit à petit. Par exemple, Claudius, le prénom, va de plus en plus se prononcer Claudius. Et ça, on le note grâce à des fautes qu'on retrouvait dans les textes écrits par, encore une fois, des gens qu'on ne peut pas targuer d'avoir été mal éduqués, des sénateurs, des juristes, des patriciens, voilà, du gratin, comme on dit, voilà, du gratin. Et ça, c'est intéressant de noter que au départ, on commence par des petits changements, mais on va arriver à un état de langue tellement différent que les gens ne comprendront plus le latin classique. Et on estime qu'on ne comprend plus le latin classique à partir à peu près du 4e, 5e siècle. Donc, on est en réalité entre 100 et 150 ans avant que l'Empire se casse complètement la figure. Également, on va avoir un système d'érosion des déclinaisons. Donc là, pour vraiment comprendre à quel point le dégrossissage, le débroussaillage va se faire au niveau du système déclinatoire entre le latin classique et les parlers plus populaires, on passe de 6 cas en latin classique à 2,5 ou 3 en latin populaire. C'est pour vous dire que les gens comme vous qui notamment n'aimaient pas les langues à déclinaison, etc., auraient été très contents de vivre précisément à cette époque pour pouvoir communiquer de manière un peu plus libre. D'ailleurs, il faut comprendre une chose, c'est que ça va rester en ancien français, le fait d'avoir 2 cas comme ça. Mais ça, j'en parlerai dans la capsule qui sera dédiée à l'ancien français qui arrivera, je l'espère, très prochainement et potentiellement juste après celle-ci. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant. Puisque certaines consonnes finales ne se prononcent plus, il est raisonnable de penser qu'on pouvait les confondre avec d'autres cas qui, eux, correspondaient à une autre fonction. Et c'est pour pallier à ça que se développent les prépositions. Exemple, avec cette phrase écrite par mes soins, par ma grande mansuétude. Voilà, tu sais que j'ai une grande mansuétude. Elle est grande comme ça. Si, j'ai mesuré encore hier soir et fait cette taille-là. En latin classique, j'illustre. Do fratri meo panem. Donc ça, c'est du latin classique. Ça veut dire je donne du pain à mon frère. Voilà. Et si on passe à un état de langue un peu plus familier, mais toujours correct en termes, on va dire, d'esthétique classique, on aura
do panem ad fratrem meum. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le cas qu'on estime être, qui est du datif fratrimeo dans la première phrase, devient une locution avec la préposition ad, qui correspond à ce qu'on a en français. Je donne du pain à mon frère. Vous voyez, on n'a pas en français de cas pour ça, pour faire changer mon frère avec une terminaison spécifique. On est obligé d'employer une préposition. Et bien ça commence à avoir lieu. Et ça, c'est considéré comme les grammairiens de cette époque déjà comme une dégénérescence de la langue. Mais ça, c'était encore un état plus ou moins acceptable de la langue parce que dans les couches, entre guillemets, les plus basses et dans les formes les plus avancées de latin parlé, on aura la forme dono pane a fratre mio. Et là, on sent que ça a une petite consonance italianisante, ce qui est tout à fait normal. Et on va voir également des gros changements dans les conjugaisons, dans les temps. Vous savez, pour ceux qui ont fait du latin, que le futur est un peu particulier, que le passif est absolument imbuvable, et que le passé composé, qu'on appelle le parfait, qui donnera le passé simple, pouvait être sujet à erreur. Donc, les gens, quand ils vont parler entre eux, ce qu'il faut comprendre qu'une langue, ça doit être avant tout pratique, c'est un outil, ils vont employer des périphrases. Périphrases qui deviendront petit à petit les nouvelles normes. Et là, j'en veux pour exemple que pour dire par exemple que demain je chanterai, en latin, en beau latin, n'est-ce pas, en latin de Cicéron, on dira cras cantabo. Mais les gens diront plutôt cras cantare habeo. Ce qui veut dire normalement, littéralement, demain je devrais chanter, mais si demain je devrais chanter, ça veut dire que demain je chanterai. Voilà, automatiquement, l'obligation devient un futur. Quand vous devez faire quelque chose, vous le ferez au futur. Voilà. Et par métaphore, cette nouvelle formule va devenir le nouveau futur employé par les gens quand ils parleront entre eux. Même les sénateurs, encore une fois, j'insiste, même les couches hautes de la société. Et ça, on peut effectivement également le voir pour le passif. Le passif qui était relativement imbuvable, parce qu'encore une fois, ça c'est un aveu des latinistes eux-mêmes, c'est que le latin classique est d'une complexité hors norme, d'une abstractivité hors norme, et également avec des règles grammaticales parfois injustifiées et parfois totalement contre-intuitives. Donc automatiquement, quand vous avez une langue qui génère autant d'adversité dans l'intercompréhension, les gens essayent soit de contourner ou d'utiliser les éléments de langue existants pour les réadapter pour que ça soit plus intuitif, plus spontané. Et c'est comme ça que va naître normalement, notamment la nouvelle forme du passif, où on disait en latin correct, filius patre amatur, qui veut dire le fils est aimé par son père. On aura en latin parlé, c'est une forme, d'ailleurs regardez comme ça ressemble à ce qu'on trouve en français ou en italien. En espagnol, certainement, je connais moins l'espagnol. Filiu de patre amatu est. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on a la formule presque mot à mot, le fils est aimé de son père ou est aimé par son père. Et ça va commencer à prendre le pas sur les formules plus abstraites et plus, moins intuitives. Et on a également des changements lexicaux et notamment des usages métaphoriques. On a tous dit, putain, j'ai mal à la caboche, ou alors, je sais pas ce qui t'arrive, mais ça va t'arriver sur le coin de la courge. En fait, faut pas s'imaginer que c'est nous qui avons inventé les formules métaphoriques pour parler de la langue. Les latins le faisaient aussi. Et par exemple, le mot tête, la tête, toi tête, voilà ta tête. Ta tête en latin, ça se disait normalement caput, capites. Les latins trouvaient qu'effectivement c'était un peu trop, abstrait. Et ils utilisaient testa, qui va donner la tête, et aussi la tête en italien notamment. Testa, c'est la fiole, la gamelle, et encore mieux, le pot. Voilà, c'est assez drôle quand même. Et ça, on va l'avoir pour beaucoup de mots, des milliers en réalité, des milliers de termes. Alors là, j'en ai un qui me vient en tête aussi, c'est pour dire manger. Normalement, manger en latin classique, c'est esse, mais esse, manger, ça se ressemble pas. Par contre, ça ressemble quand même vachement plus à manducare. Et manducare, ça veut dire quoi ? C'est pas moi qui l'invente, ça veut dire bouffer, baffrer, mastiquer. C'est excellent. Et ça, c'est énorme de se rendre compte qu'en réalité, il y a beaucoup de nos mots qui viennent de termes un peu grossiers, un peu paillards, un peu organiques, que les gens utilisaient entre eux parce qu'en réalité, c'était beaucoup plus expressif. Et on a notamment également des emprunts des termes celtiques ou germaniques parce que, effectivement, avec la colonisation
du reste de l'Europe, au moins de l'Europe occidentale et d'une partie de l'Europe centrale, eh ben, il y avait quelques échanges linguistiques, et notamment le terme écous, qui normalement veut dire cheval, n'a donné que des termes savants, équidé, équitation, mais le mot cheval, il vient pas de là. Ça vient d'un terme qui c'est kabalous, et kabalous, ben, en fait, ça veut dire, je suis désolé, mais c'est vrai, ça veut dire le bourrin, le ross. Voilà, le mauvais cheval, c'est ça que ça veut dire normalement. Et c'est un terme celtique que les latins, que les Romains ont repris à leur compte, ont latinisé en rajoutant un ous à la fin, et ça vous donne le bourrin, le cheval, cabalous. Et ben en fait, ça vient de là. Et donc, vous imaginez bien que ça va pas laisser, ça va laisser des grosses traces dans la langue. Et donc, une langue qui subit des changements aussi profonds et aussi substantiels ne peut pas se maintenir dans sa forme entre guillemets acrolectique. En revanche, le basilecte va avoir une influence sur ce qu'on appelle la moyenne, la médiane, on va dire, de la langue, qui maintiendra un niveau grammatical correct, mais qui absorbera beaucoup des termes employés dans le basilecte, justement par le basilecte, on va dire, des couches entre guillemets les plus basses, même si moi j'ai un peu de mal à employer ça, parce que moi-même je suis pas un aristocrate ou quoi, mais de fait, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et ça va changer la langue. Mais ce qui va changer la langue encore plus, c'est ce qui est en train de se passer au nord de l'Europe, parce que les légions romaines perdent un peu de terrain, et depuis le 2e, le 3e, et à plus forte raison le 4e et 5e siècle, se font entendre les arrivées des troupes germaniques, le bruit des bottes, la logistique qui commence, la politique de grands travaux, économie planifiée, les panzers qui roulent, on pose des lignes de chemin de fer. Je dérape. Il faut que cette capsule se finisse. En d'autres termes, les Pierre-Yves Rougeron de l'Empire romain décadent pouvaient commencer à faire dans leur bénard. Et ils avaient raison. Parce qu'il ne faut pas croire que les invasions germaniques dans toute l'Europe ne vont pas se faire sans laisser de traces dans la langue. Par exemple, vous tous, voilà, vous savez ce que c'est que la couleur bleue, vous aimez le blanc, vous êtes plutôt opposé à la guerre, vous aimez bien boire une bonne bière, vous avez déjà installé quelque chose chez vous. Vous avez parfois eu la haine contre certaines choses et éprouvé de la honte. Vous avez déjà un compte en banque, vous aimez faire des choses à votre guise et vous vous mettez parfois en garde. Et ben en fait, dans toute cette phrase, et ben tous les mots que j'ai employés, blanc, bleu, guerre, bière, installé, haine, honte, banque, guise, garde, ben tout ça c'est des mots germaniques, c'est des mots qui viennent du francique. Et ça va enrichir la langue à un niveau incroyable. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les Francs et les Visigoths, parce qu'en gros, c'est les Francs au nord et les Visigoths au sud, on a coutume de dire ça, et vous avez la zone occitane où c'est en fait un peu des deux. Ils vont certes germaniser la langue à grands coups de tatane dans la face, mais quand même, ils vont reconnaître que voilà, le latin, c'est une forme un peu de majesté, que même si voilà, Rome est moins forte, il n'y avait pas forcément encore la conscience que Rome était tombée en 476, c'était pas forcément vécu comme ça. Le latin était encore employé par notamment les prélats, les clercs, la noblesse franque, la noblesse visigothique, etc. Et on a quand même conscience qu'on ne parle plus le latin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle plus de lingua latina, mais on parle de lingua romana. Sous-entendu, la langue de l'Empire romain, la langue des descendants, des dépositaires de l'Empire romain. C'est assez intéressant de comprendre que déjà, on avait conscience que la langue qu'on parlait n'avait plus rien à voir avec ce qu'écrivait Cicéron ou Jules César. Et on peut admettre à ce moment-là, vers le 6e, 7e siècle, où on a à peu près une carte de l'Europe qui ressemble à ça, que plus personne n'est capable de lire le latin classique et on peut dire, sans trop se tromper, que le latin classique est mort définitivement. Pas définitivement, parce que on va tenter la Renaissance, notamment à l'époque de Charlemagne. Charlemagne va se dire quand même, les langues franques c'est bien, les langues germaniques c'est sympathique, mais quand même le latin, c'est quand même un peu grâce au latin que on a éduqué un peu toutes nos gens, qu'effectivement les écoles, que l'enseignement a été fourni dans les écoles, donc on va quand même rendre honneur à cette langue et on va essayer de la restaurer. Peine perdue, puisque entre-temps, encore une fois, c'est ce que je vous disais, quand 95% de la population ne comprend plus une langue, ça sert à rien d'essayer de la restaurer de force et de manière artificielle, et ça aura au contraire l'effet absolument inverse, d'éloigner les gens encore plus et de se radicaliser dans les nouveaux parlers, notamment le gallo-roman,
Voilà, là on a une carte qui ressemble à ça. Gallo-roman au nord, gallo-roman méridional au sud, italo-roman, ibéro-roman, et également l'ostique de Daci qui va donner le roumain. C'est vrai qu'on oublie souvent le roumain dans la famille des langues romanes, mais ils sont quand même de la famille aussi. Et là, on peut commencer à également introduire la notion de substrat et de superstrat. En gros, le substrat, c'est la langue majoritaire utilisée par les gens, et là en l'occurrence, ça va être le latin parlé, un petit peu matiné au germanique. Et le superstrat, c'est les nouveaux apports lexicaux ponctuels, alors ponctuels ou non, on a eu différentes doses. Et en gros, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Il y a beaucoup de mots, là, vous pouvez regarder. Par exemple, voilà, je mettrai en description pas mal d'ouvrages, justement, pour que vous jetiez un œil sur notamment tous les apports franciques. En français, il y en a beaucoup. Je crois que c'est le superstrat le plus conséquent de la langue française. Désolé Karim, ce n'est pas l'arabe. Ça, on l'entend souvent, c'est absolument faux. Alors, le descendant du francique, à l'heure actuelle, il y en a deux. Des descendants directs, vous avez le néerlandais, le francique mosellan, notamment. Également, il faut comprendre qu'avec l'affaiblissement de Rome, de nouveaux points d'administration politique se forment, notamment, alors je pense notamment à Lyon. Voilà, à Lyon, c'est autour du 2-3e siècle. On a Toulouse, qui vient un peu plus tard. On a Soissons, qui va se fixer davantage à l'époque des Mérovingiens, donc de Clovis. Et après, on va avoir Aix-la-Chapelle, là, c'est plutôt les Carolingiens. Et ça va créer des fixations linguistiques. C'est-à-dire qu'en gros, faut s'imaginer que ça fonctionne par principe de rayon. Autour d'un point vont s'agglomérer des gens d'une population qui parle telle langue. Et donc, il y a un standard qui va commencer à émerger. Et là, on a les standards plus ou moins géographiques qu'on retrouve à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a les langues d'Oïl au nord, les langues d'Oc au sud, de la France en l'occurrence. On va voir les parlers ibériques au nord de l'Espagne et les parlers occitans sud, c'est-à-dire le catalan, on va dire dans la zone est, j'allais dire une ânerie, mais est, les parlers italiques, italianisants, descendants justement, donc comme je le disais, de l'italo-roman en Italie, le sarde, le corse, etc. Et de là vont se créer les nouvelles langues romanes qui vont se fixer, qui vont trouver une réponse même politique, puisque les rois, les princes, les ducs vont utiliser ces langues-là, donc la population va se reconnaître dans cette nouvelle manière de parler, de communiquer, et c'est de là que vont naître l'ancien français, l'ancien italien, l'ancien espagnol, l'ancien occitan, mais ça, ce sera pour une prochaine linguistique de tes morts. Si tu as aimé ce format, pense à laisser un commentaire, pense à laisser un petit like, voilà, un petit pouce en haut, monsieur, voilà. Et on se retrouve pour la prochaine.